Bonjour. Jambour. Alors, attends, que tu sois quand même au milieu, parce que c'est quand même pas de l'autre côté, je vais pas y arriver. C'est quand même principalement toi qui vas parler. Hein. Est-ce que on éteint cette lumière? Ouais, t'as raison. On éteint la lumière. Ah oui, c'est mieux. Alors, nous avons déjà 2 visionnaires. Des visionneurs. Ils sont peut-être visionnaires aussi. Ça, on ne sait pas. Un peu plus de lumière, un tout petit peu plus. Alors, on va attendre un petit peu. Voilà. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, tu sais Voilà. quoi, pour patienter un peu, je propose que tu représentes en 3 mots qui tu es. D'accord, c'est ce que je vais faire. Donc, je suis Suzanne Clausen, je suis naturopathe à Hambourg. Hambourg, dans un des plus chouettes quartiers de Hambourg en plus. Et je travaille dans l'émotionnel et je travaille dans le physique parce que les deux sont comme ça et c'est pas une chose d'un côté et l'autre chose de l'autre côté. Là-dedans, je travaille beaucoup avec des thématiques de femmes, où on appellerait ça Frauenheilkunde, donc comment tu dirais ça en français? Naturopathie pour femmes, non? Non, pour femmes, ça limite la naturopathie dans la féminité, quelque chose comme ça. Ça sonne bien, voilà. Et il y a, les mots me manquent aujourd'hui. Ma chère traductrice, Schwerpunkt, comment on dit ça en français? D'autres points. Oh. Justement, oui, je crois pas que ça se soit pas avec un point, non. Ouais. Non. D'autres thèmes principaux, tu voilà, travailles. c'est ça. Sont la digestion, sont les allergies, sont les intolérances, tout ce qui est dans ce domaine. Et aussi une thématique sur laquelle je vais parler aujourd'hui, donc c'est la fatigue. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, surtout des femmes qui sont fatiguées, qui ont trop brûlé leur chandelle, je ne sais pas comment on peut dire en français. Et comme ça peut avoir X raisons, Marielle avait l'idée donc que je pourrais parler de ça aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu trouves que je rentre de suite dans... Oui, on y va. Allons-y. Dans la thématique. Ok. Donc, je viens de dire qu'il y a X raisons pour la fatigue. Je vais exclure un syndrome qui s'appelle CFS, Chronic Fatigue Syndrome, qui est toute une histoire à lui-même et ça porterait beaucoup trop loin d'en parler aujourd'hui. J'aimerais parler sur des raisons que je rencontre souvent ici dans mon cabinet. Et je crois qu'on peut déceler peut-être 4 thématiques. La fatigue peut avoir des raisons, des manques de minéraux, manque de vitamines, manque des manques dans l'alimentation en général. Ensuite, la deuxième, ça serait un déséquilibre intérieur, déséquilibre par exemple hormonal,
surtout hormonales d'ailleurs, tant des hormones de fertilité comme des hormones de thyroïde, comme des hormones euh, les hormones suprarénales. Rénal. Rénal, c'est une hormone. Zut. Ok. Bon. Donc ça serait la deuxième chose. La troisième chose euh, serait des allergies, intolérances cachées. Et la quatrième, c'est la grande thématique psychologique. Donc des thèmes émotionnels. Voilà, ça c'est les quatre. Je vais commencer par la première, qui est peut-être d'une certaine manière la plus facile. Elles peuvent se déceler facilement. Facilement, il faut investir un peu d'argent, c'est vrai, parce qu'on peut le déceler par le sang en général. Si on a un manque de vitamines ou un manque de minéraux, on peut regarder le sang et on voit ça facilement. Un manque, par exemple, typique ici dans cette zone de euh, dans cette oui, dans cette zone du nord de l'Europe, c'est le manque de vitamine D. J'ai vu des effets très intéressants quand on commence à s'approcher des niveaux de vitamine D appropriés. Et j'ai vu des manques de vitamine D vraiment catastrophiques. Donc, on fait une prise de sang. Moi, en Allemagne, avec la formation que j'ai de naturopathe, voire Heilpraktikerin, selon la loi allemande, j'ai le droit de prendre du sang. Donc, il y a la prise de sang qui peut se faire chez un médecin ou ici. En général, par rapport au coût, c'est pratiquement la même chose parce que même chez un médecin, c'est pas couvert par la, par les caisses d'assurance normale. Si c'est la caisse privée, si on a une assurance privée, c'est payé et chez le médecin et chez le naturopathe. Donc ça revient au même. On regarde les valeurs et on substitue. Voilà. Donc vitamines, minéraux, il y a des différents manques classiques comme la vitamine D que je viens de dire. Vitamine B12, c'en est une autre qui manque à beaucoup de monde. Est-ce que tu la trouves dans quoi la vitamine B12? Dans la viande. Donc pour les végétariens, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'on peut la substituer oralement ou alors on peut faire une petite cure annuelle de vitamine B12. Elle se tient dans la graisse que nous avons heureusement un peu partout dans le corps. Donc ça fait un stockage pour la vitamine B12. Okay. La deuxième raison pour la fatigue, ce sont des déséquilibres hormonaux, comme j'ai dit, hormonels, comme j'ai dit au début, au début de cette présentation. On a des problèmes de cycle féminin. Quand on a, par exemple, un manque de progestérone, qui est l'hormone de la deuxième moitié du cycle, quand on a un problème de trop peu de progestérone, ça peut provoquer de la fatigue. Quand on a trop d'estrogène, ça peut provoquer une fatigue. Donc, déjà à ce niveau-là, c'est important de regarder s'il y a un déséquilibre. Est-ce que les fatigues vont être en fonction du moment du cycle ou c'est une fatigue globale que tu as tout le temps? Ça peut arriver, il y a les deux qui peuvent arriver. Ça peut être une fatigue globalisée. En général,
si c'est une fatigue globalisée, il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas uniquement un manque d'une hormone, d'une hormone de fertilité. Ensuite, il y a la grande thématique de la thyroïde, ouais. J'en sais quelque chose. Oui, sous-fonction, ou alors une maladie auto-immune qui s'appelle Hashimoto. Et quand il y a un problème de thyroïde, c'est tout un traitement qui est possible, tout un traitement qui passe par des différentes méthodes de naturopathie, plus l'alimentation, plus éventuellement de l'homéopathie. On peut faire quelque chose même en cas d'Hashimoto, mais c'est quelque chose qui est un peu plus complexe et un peu plus long. Pour une simple sous-fonction, ça peut être relativement facile et rapide d'être traité. À ce niveau-là, j'ai une question. J'ai lu récemment qu'ils avaient multiplié par 10 en l'espace de 50 ans la prescription de l'hormone qui remplace l'hormone thyroïdienne, le lévothyrox. Comment ça se fait? Comment tu peux expliquer ça? C'est une des très bonnes questions auxquelles il n'y a pas vraiment une réponse du genre regarde dans Wikipédia et ça va être la preuve, tu vois. Est-ce que c'est plus prescrit? Est-ce qu'il y a plus de maladies? Il y a plus de maladies. Je suis convaincue qu'il y a plus de maladies parce que, à mon avis, on a de plus un environnement de moins en moins naturel. Il y a ça. Il y a de plus en plus de chimie dans l'air, de chimie dans l'eau, de chimie dans tout ce qu'on mange. Il y a, je crois, une quantité folle je ne me rappelle plus quel a été le chiffre, 80 euh, nouvelles formules chimiques inventées par jour qui ne sont pas du tout prouvées, qui ne sont pas du tout sujettes à des contrôles ou autre chose. Cliniques, voilà, donc c'est balancé comme ça et nous, on a des organismes qui sont déjà dans ce qu'on trouve dans le royaume animal du plus souple et malléable qu'il y a, et quand même, nous avons des organismes dont le fonctionnement date d'il y a 10 ou 15 000 ans. Ce qui n'est rien quand on regarde l'histoire de la Terre, mais ce qui est beaucoup quand on regarde l'âge d'une personne, par exemple. Donc on est rapide et lent en même temps. Supporter un environnement qui change aussi abruptement qu'il est en train de changer dans les derniers 50 ans, 20 ans ou 10 ans, c'est... Ou même 100 ans, parce qu'à l'échelle de l'homme, 100 ans, c'est rien. Oui, c'est ça. Et en même temps, à l'échelle de notre organisme. De l'homme, c'est beaucoup, mais à l'échelle de l'organisme, dans le temps, enfin, oui, dans l'âge de l'humanité, c'est rien. Une question de Nelly qui demande si une bonne alimentation saine suffit ou pas à avoir les vitamines et les minéraux nécessaires. Une bonne alimentation saine suffit quand on quand on s'alimente le plus possible, peut-être à 100% de bio, et quand on habite quand on habite un lieu où on peut avoir accès à des herbes sauvages autres que dans l'arrière-cour, c'est au coin de la rue, les trois pauvres feuilles de je ne sais pas quoi qui essaient de braver leur chemin par l'asphalte. Donc c'est possible à mon avis, mais pour nous qui habitons dans la ville, c'est de plus en plus difficile.
l'alimentation bio, ça aide à chacun, ça aide À pas s'empoisonner surtout. à pas s'empoisonner, ça aide à la terre, donc c'est des win-win-win-win-win-win. Mais ça suffit certainement plus pour nous, ici, dans les grandes villes. Quand on a accès à des herbes sauvages, ça suffit. Pour moi, ce sont. Qu'est-ce que tu entends par des herbes sauvages? C'est les herbes. Comment on les appelle j'ai le mot en portugais, mais ça sert à rien. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Des plantes comme les herbes aromatiques? Oui. Pas seulement, non, c'est celles qu'on appelle les mauvaises herbes. Mauvaises herbes en français, ben voilà, qui sont des excellentes herbes. D'accord, pas mauvaises du tout. Donc que tu vas insérer dans ton alimentation. C'est ça. Par exemple, dans les smoothies verts ou même dans la cuisine chaude ou en salade. Après, il y a autre chose, c'est aussi la façon dont on cuisine, qui compte beaucoup sur combien on va garder dans l'aliment de base, même si c'est un bon aliment. Si vous cuisinez à 180 degrés pendant 1 heure, il n'y a plus rien. C'est ça. Enfin, s'il reste des fibres. Oui. Donc, pour qui ça intéresse, il y a là encore, 4 possibilités qui seront du moins en moins saines. Donc, le meilleur, c'est le cru. Après, c'est le cuit. Après, c'est le backofen, c'est le four, fait au four. Et à la fin, c'est la poêle. Et je vais te poser la question qui tue. Et la friture? C'est même pas dans les 4. C'est même pas dans les 4. Voilà. On n'en parle même pas. Rien à dire contre les frites 2 fois par an pour la Noël et pour le jour de je ne sais pas quoi. Mais le reste, non. Alors, t'en étais aux hormones. Comment on fait doser ces hormones? Comment on sait qu'on va bien à ce niveau-là? Pareil, on va chez le médecin ou chez le naturopathe. On fait un test ou sanguin ou de salive, ça dépend des hormones et des médecins ou des naturopathes. Et après savoir, après qu'on sait le taux qu'on a, on peut commencer à régler. Et le règlement peut se faire ou alors avec de la phytothérapie, avec des plantes, ou alors avec des hormones naturo-identiques. Je ne sais pas. Comment on comprend. Naturo-identique, ça me paraît. Ça fait classe, non? Oui, ça fait classe. C'est bien. Donc, naturo-identique. J'ai pas oublié, mais j'ai pas encore nommé une glande, et c'est la glande suprarénale. Et c'est très bien que je nomme ça en dernier, parce que ça va me permettre de glisser après sur la psychologie, parce que la glande suprarénale est très très liée au stress. Déjà, on sait que le stress provoque, et c'est pas moi qui le dis, c'est la World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ouais. Donc l'OMS constate ou pense aujourd'hui que 85 jusqu'à 90% des maladies, de toutes les maladies, sont dues au stress. Donc c'est énorme. Et ça ouvre toute autre possibilité au traitement, évidemment. On va dans l'émotionnel parce que le stress est émotionnel aussi, donc il y a des traitements toujours des deux côtés. Par rapport à la glande suprarénale, c'est la même chose. On va, comme raison de fatigue, je suis en train de parler sur la fatigue chronique, avec laquelle il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir. Donc, par rapport à ces symptômes, on va regarder le fonctionnement
des glandes, des glandes suprarénales et on va trouver des plantes qui vont aider et on va faire un travail émotionnel, à niveau émotionnel par rapport au stress. Là, ça devient très très important, inévitable de faire les travaux des deux côtés. D'un côté, côté du corps, de l'autre côté, le travail dans l'émotion. Donc le stress, c'est-à-dire le stress chronique, le stress que tu as depuis de tous les jours. Ça dépend. Il y a le stress. Moi, j'ai un chouette projet que je veux finir, c'est du stress aussi. Donc, même là, il ne faut pas exagérer. Il faut toujours arriver, après une phase de stress, à avoir une phase de calmement. C'est ça qui est difficile, même quand on est. Je sais. C'est pour ça que je le dis aussi. Parce que justement, quand on est enthousiaste dans quelque chose, c'est super, mais il faut respecter, il faut nous respecter, voilà. Savoir écouter son corps aussi. Son corps, tout son système, nous sommes des êtres cycliques. Nous, chez les femmes, ça devient plus clair encore avec le cycle menstruel, mais nous sommes sujets aussi au rythme jour et nuit, au rythme au cycle de l'année. Et donc, pareil, il faut avoir du stress parfois, ça nous aide. Il faut, après cette phase de stress, il faut que ça redescende dans la calme. Alors, on a quelques questions avant que tu passes au dernier chapitre. Si combien coûte un examen prise de sang pour connaître les taux d'antioxydants? Je n'ai pas les valeurs en tête parce que quand je fais un grand examen, il y a entre 50 et 70 valeurs dedans. Ce ne sont pas encore les vitamines. Les vitamines, en général, on peut compter dans les 15 à 30 euros par vitamine parce que c'est plus compliqué. Dans tout ce qui est métabolisme, fonctionnement du foie, etc. Donc les choses qui sont importantes aussi pour quand il y a une dysfonction de digestion ou de métabolisme, c'est ça le troisième point de ce que je veux parler aujourd'hui. On est aussi sujet à une enfin c'est très fortement possible qu'on soit fatigué aussi. On dit même que la fatigue est la douleur du foie. Donc, ça comme image de l'importance de comprendre aussi d'où vient notre fatigue. Donc, je ne peux pas répondre exactement, ça coûte telle et telle somme. On peut compter, quand on veut vraiment aller en profondeur, on peut compter entre 200 et 400 euros. Moi, j'avais fait une analyse avec Suzanne comme ça, très approfondie, ça m'avait coûté 300 euros. Et ça m'a permis de voir que j'avais des gros manques en vitamine D, en vitamine B12 et les surrénales en cacahuètes. Et il y avait Delphine qui demandait si on n'a pas de problèmes intestinaux, est-ce que c'est meilleur pour la santé de faire un régime crudivore? Oui, c'est exactement comme tu viens de le formuler, quand on n'a pas de problème de digestion. Et si tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup froid, il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'une certaine, je dirais presque d'un froid intérieur, mais il y a d'autres femmes qui sont plus robustes et qui n'ont pas besoin de la bouillotte tous les soirs, etc. Et pour ces femmes-là, c'est fantastique. Sinon, tu peux mélanger, tu peux voir, par exemple, est-ce que ça te fait bien, est-ce que ça te fait du bien? Voilà, déjà, si tu manges un beau plat de crudités
et après tu te sens en forme, tu te sens réveillé, tu te sens bien, parfait. Si tu vois qu'après tu commences à avoir des difficultés ou tu commences à avoir froid, etc., il vaut mieux manger par exemple un plat de crudité et après quelque chose de cuit. Je trouve d'ailleurs que la, la, la manière de manger en France avec un plat de crudité avant les repas, je trouve que c'est déjà un pas dans la bonne direction. Pourquoi devenons-nous de plus en plus intolérants? Développons-nous de plus en plus intolérants? C'est une excellente question qui elle, m'amène au troisième point, c'est-à-dire la digestion, les intolérances, etc. Et là, c'est un petit peu comme la question d'avant. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de problèmes de thyroïde? On ne le sait pas. Pareil, les intolérances, je crois que c'est de plus en plus difficile d'avoir les intestins en bonne santé parce que on ne prend pas le temps pour manger. Donc déjà, le stress rend difficile, merci. Rend difficile une digestion comme il faut. Le stress, quand vous êtes en stress, votre corps n'est pas prêt à digérer. Toutes vos forces vont dans vos muscles, vont éventuellement dans votre cerveau et encore, puisque ce sont certaines régions du cerveau, celles où on se prépare pour fuir ou pour lutter, c'est ça que fait le stress. La digestion, quand on a du stress, on peut dire que c'est bloqué. Donc la première chose qu'il faut se procurer pour faire une bonne digestion, c'est du calme. Vous voyez dans votre propre vie, si vous avez du calme quand vous mangez. Ça, c'est déjà une raison très basique pour avoir une mauvaise digestion. Ensuite, il y a, c'est un peu comme pour les allergies, les intolérances, les allergies, ça va un petit peu dans la même direction. On a un environnement qui est de moins en moins sain pour nous, qui est de plus en plus difficile, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec les produits chimiques. Il y a d'autres pollutions, d'autres pollueurs. Un pollen, il y a 100 ans, c'était un pollen. Aujourd'hui, c'est un pollen plus des saloperies dessus. Donc, c'est autre chose. Et dans notre corps, ça va être traité ou perçu de manière différente. Donc, je suis convaincue qu'une bonne partie des allergies n'est pas causée par les pollens, mais par les choses qui se sont assises sur les pollens. Et la troisième raison, peut-être, pour les intolérances, c'est notre propreté. Nous sommes trop propres. Nous sommes d'une certaine manière trop propres. Si vous regardez un peu les rayons dans les supermarchés ou dans les grands magasins, par rapport aux liquides, aux produits pour laver tout et n'importe quoi, vous avez tellement de choses dedans, là aussi, tellement de choses nouvelles dedans. Il y a de plus en plus de choses désinfectantes. Il y a des produits antibiotiques c'est une grande bêtise parce que ça fait le contraire. Les enfants, les organismes des petits n'arrivent plus à apprendre comme il faut à se défendre ou même à vivre avec les germes, à vivre avec les bactéries, les virus, les vaccins. C'est une autre chose. Les vaccins contiennent des métaux lourds, contiennent des choses
pour rendre l'injection techniquement plus facile, mais qui nuisent à notre corps et qui peuvent après faciliter non, faciliter la voie pour les allergies ou pour les intolérances. Du plastique aussi. Maintenant, on sait qu'il y a des nanoparticules de plastique de Bien partout. sûr. De partout, exactement. Alors, la dernière question, et après on enchaîne. Les femmes sont-elles plus touchées que les hommes par la fatigue chronique? Oui. Et là, on vient au quatrième fois. Les femmes sont différemment touchées par la fatigue chronique que les hommes. Les femmes, il y a beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui d'une vie absurde, qui contient peut-être 5 à 10 fois plus de choses qu'encore il y a 100 ans, où la vie était dure, plus dure qu'aujourd'hui physiquement, mais mentalement, je crois qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est de plus en plus complexe. Et nous, en tant que femmes, on a envie d'avoir une vie propre, on a envie d'avoir des enfants, on a envie d'avoir une vie de couple, on a envie d'avoir une vie professionnelle qui nous remplit. Alors quand je regarde tout ça, ben ce sont 5 vies dans une. C'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour beaucoup de femmes. Et à ce moment-là, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on est là, mais on n'a jamais le temps de descendre. Jamais. On reste là et on mène une vie, on essaie de mener une vie qui ne se passe, qui ne se passe que là-haut. Et ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. C'est là qu'on fait de l'épuisement. C'est de l'épuisement. Voilà. Donc cette fatigue dont je parle depuis le début d'ailleurs, ça a aussi le mot épuisement. Ouais. Les hommes, quand ils se fatiguent, c'est plus souvent le burn-out professionnel parce qu'ils ont des problèmes avec le perfectionnisme, avec la vélocité dans le travail. Reconnaissance professionnelle, le surinvestissement professionnel. Oui, mais aussi, c'est pas seulement de dedans, ça vient aussi de dehors, mais ça vaut pour les hommes comme pour les femmes, qu'on demande de plus en plus. Aujourd'hui, il y a dans beaucoup de domaines, une personne remplit la place de 2 personnes où il y avait 2 personnes il y a 20 ans. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des aliments que l'on peut prendre ou que l'on peut éviter pour améliorer cette fatigue? On peut faire du trial and error, j'essaye, je vais voir, oui ou non. Déjà, si on a une intolérance, c'est des aliments qui sont éviter. Oui, on n'a pas besoin d'un médecin ou d'un naturopathe pour faire trial and error. Par exemple, si je me sens tout le temps fatiguée et j'ai peut-être des symptômes de mauvaise digestion, ce que je peux faire un jeûne enchaîné par quelques jours de riz, 2 ou 3 jours où je ne mange que du riz blanc. Ensuite, je commence à insérer des légumes, un à un. Chaque légume, je le mange pendant 2-3 jours. Si rien ne se passe, parfait. S'il y a quelque chose, si je suis fatiguée, si je suis énervée, si je suis ballonnée, si j'ai des douleurs, j'enlève, je me remets à ne manger que du riz et je recommence avec l'aliment après pour voir si c'est vraiment l'aliment. Donc, vous voyez un peu c'est ce qu'on fait avec les bébés en fait. Quand on introduit des aliments chez un enfant, en général, on nous recommande d'introduire un aliment pendant 1 ou 2 jours pour vérifier qu'il n'y a pas d'allergie. Wow. Évidemment, au premier, on le fait de manière très restreinte.
Au deuxième, beaucoup moins. Au troisième, on leur donne tout à la fois. Et avant, on leur donnait tout à la fois. Il y avait, après le lait, ben, on commençait avec, avec une petite variété de trucs, mais on ne faisait pas ça pour voir s'il y avait une allergie. C'est absurde. On part déjà du fait qu'il va y avoir une allergie, et c'est presque vrai, parce qu'aujourd'hui, il y a 80% des enfants qui ont des allergies. C'est fou. Voilà. Mais on parlait de quoi? Des aliments à éviter. Ou Ah, voilà. Donc peut-être on comprend que c'est une possibilité vraie, mais qui dure. On peut le faire plus rapidement si on passe par la kinésiologie. Par kinésiologie, on peut tester les aliments où on a l'impression que, et après, s'il y en a, on les laisse de côté et on fait ça jusqu'à ce qu'on soit bien. Et après, on peut faire un traitement pour réintroduire l'aliment en question. Mais tu vois, Nelly, il y a des aliments qui sont très bons, considérés comme très nourrissants et très bons pour la santé pour ce qu'ils amènent, par exemple les amandes. Mais si tu fais une intolérance à l'histamine, comme on en parlait ce matin, bah, les amandes ne suffisent pas. Donc c'est vraiment en fonction en fait de ce que tu supportes. C'est ça. Maintenant, il y a des aliments qui, en général, sont plus faciles à provoquer des problèmes, comme par exemple les produits laitiers, surtout les produits laitiers de vache. Ça a à voir avec le fait que les vaches sont très Maltraitées. Oui, mais il y a d'autres animaux qui sont maltraités aussi. Non, non, c'est par rapport à l'élevage, par rapport au Züchtung. La création de la vache moderne, si on veut. Ah, d'accord. La sélection. La sélection, voilà. La vache moderne n'est plus comme une vache il y a 100 ans, il y a 200 ans. Et, et donc, il va y avoir des changements minimes dans, dans les protéines, surtout dans les protéines du lait de vache. Ensuite, les produits laitiers ne sont pas pour les adultes humains, mais pour les bébés vaches. Donc, pour les veaux, par exemple, dans les produits de lait de vache, nous n'avons, en général, les adultes n'ont plus l'enzyme qu'il faut, ou seulement en quantité réduite, non plus peu de l'enzyme qu'il faut pour digérer le lait. Donc, pas des veaux. C'est pas un miracle. Et c'est pas faux, c'est pas une allergie, c'est ni une intolérance, c'est une normalité. On n'est pas fait pour ça. Ensuite, l'autre aliment qui peut être compliqué, ce sont les céréales, surtout tout ce qui contient du gluten. Le gluten est connu pour être une protéine végétale très bonne. D'autre côté, c'est un produit qui est difficile à digérer pour l'intestin. Et troisième chose peu pratique, c'est que le gluten est très proche à certaines protéines, la forme de cette protéine est très proche à la forme de certaines protéines dans le corps humain. Et il y a un très fort soupçon que le gluten soit mal pris par le système immunitaire de l'être humain et que il est confondu avec des cellules, par exemple, de la thyroïde. Pourquoi? C'est une raison pour laquelle on dit, pour des gens qui ont Hashimoto, arrête le gluten. Voilà. Donc ça, par rapport à cette question, est-ce qu'il y a des aliments qui sont plus... Il y a plus de possibilités d'intolérance, oui. Voilà. Ok.
Ben, je crois que déjà, on a un gros morceau. Hein. Je pense. N'hésitez pas à reposer des questions si elles vous viennent après coup en commentaire. Hein, Oui. on pourra éventuellement y répondre aussi. C'est ça. Je vais regarder sous le vidéo. S'il y a des questions, je vais regarder encore pendant quelques jours et je vais répondre à toutes les questions qui viennent. Et je remercie beaucoup Suzanne d'avoir été présente avec nous. Et je remercie beaucoup Marielle de m'avoir invitée. Et puis, on refera un live. Alors, je referai un sondage pour savoir sur quoi, quel est le sujet dont vous voulez qu'on parle. Et passez une bonne après-midi. Bon après-midi à toutes. Ciao.